Bonsoir. Le programme du symposium d'Athènes prévoit le discours de Ségolène Royal, présidente du Conseil régional de Poitou-Charentes et candidate aux élections présidentielles de 2007. Madame Ségolène Royal, vous êtes la bienvenue. Monsieur le Président du PASOK et Président de l'Internationale socialiste, cher Georges, Messieurs les Premiers ministres, cher Massimo et cher Felipe, Mesdames et Messieurs les ministres et les députés, chers amis et chers camarades. Permettez-moi tout d'abord de vous dire la joie que j'éprouve de revenir à Athènes. J'étais ici au Mégaron à l'automne dernier pour débattre sur la crise financière à l'invitation de Christos Lambrakis, que je salue très chaleureusement au-delà de cette salle, et de Jean Manos, que je remercie tout particulièrement. Je garde de ce séjour un souvenir formidable lié à la qualité de notre dialogue et des rencontres politiques et culturelles. J'en ai retiré, face au Parthénon, les plus belles pages de méditation politique de mon dernier livre, Femmes debout, écrit avec Françoise de Gois. Entre nos nations et le monde, l'Europe est aujourd'hui à la croisée des chemins. Or, nos peuples n'ont plus guère confiance en elle, et c'est cette confiance qu'il faut rebâtir sur d'autres bases pour que cette Europe ne soit plus regardée au pire comme la complice du capitalisme sans foi ni loi qui est à l'origine du désastre humain d'aujourd'hui, et au moins pire comme une entité lointaine et peu démocratique. Et pourtant, nos peuples savent aussi exprimer un besoin d'Europe. L'idée d'Europe est en hausse. Dans toutes les enquêtes d'opinion, à partir de deux idées fort simples. À plusieurs, nous sommes plus forts et nous avons besoin de protection. Deux attentes simples, claires, que l'on peut traduire par le refus du chacun pour soi et par la soif de solidarité. Et qui peut dire que ce ne sont pas là des valeurs de gauche? Alors disons-le sans détour et sans complaisance à l'égard de nous-mêmes, pour bien prendre la mesure du défi à relever et de la responsabilité qui est la nôtre, à gauche. Oui, disons-le sans détour, nous vivons un paradoxe inquiétant, mais aussi plein d'espoir, si nous sommes à la hauteur de notre tâche. Quel est-il, ce paradoxe? Tout devrait réussir aujourd'hui à la gauche européenne. La faillite de Wall Street, la crise financière mondiale ont entraîné la condamnation du libéralisme et ont fait place à des demandes que la gauche a toujours défendues. Le besoin d'État, la demande de protection sociale, des règles financières réelles, la nécessité de mettre la finance au service de l'économie et l'économie au service du progrès humain. Bref, concevoir et réaliser ce que j'ai appelé et qui n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui, un ordre juste économique, social et écologique. Seulement voilà, les droites au pouvoir ont aussi compris cette mutation. Et après avoir, comme en France, promis les ruptures libérales et même affirmé leur admiration du système des prêts hypothécaires de l'administration Bush, les droites retournent leur veste et reprennent sans vergogne le vocabulaire de la gauche sans pour autant changer de politique. Que voit-on? Mollesse dans la régulation d'un système bancaire qui n'en fait toujours qu'à sa tête, injustice fiscale insolente qui perdure, des services publics en détresse, comme l'enseignement supérieur, l'hôpital, la culture et la recherche. Et enfin, et la liste n'est pas close, une timidité coupable
dans les politiques de développement durable, alors que le réchauffement planétaire s'accélère et qu'il y a dans la croissance verte la clé d'un combat victorieux contre la désindustrialisation de l'Europe qui jette à la rue des dizaines de milliers d'ouvriers victimes. Victimes d'une absence de clairvoyance et de volonté pour anticiper les mutations porteuses d'avenir, énergie renouvelable, transport propre, habitat durable, agriculture sans pesticides, protection et valorisation des ressources maritimes, valorisation des déchets, etc. Et qui peut dire que les valeurs écologiques ne sont pas de gauche? Elles le sont profondément. Penser aux générations futures avant de penser à soi-même. Partager un patrimoine que l'on sait limité. Réparer ce qui a été détruit par d'autres. Économiser l'eau, même si on la croit abondante. Penser qu'à l'autre bout de la planète, des centaines de millions d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable et que désormais les guerres, les déplacements massifs de population viendront de la lutte pour l'accès à l'eau potable. Oui, ces raisons et ces façons de faire et de penser sont passionnément de gauche. Et c'est pourquoi je crois profondément que nous pouvons vaincre l'ensauvagement du monde en transformant l'Europe pour en faire un modèle de civilisation. Civilisation, ce mot-là aussi, il est instrumentalisé et détourné et excessivement utilisé. Et raison de plus pour nous de ne pas le lâcher. Il ne faut pas renoncer à cette ambition, car la crise que nous traversons est aussi morale, comme toutes les crises de civilisation. Nous devons donc transformer l'Europe. Appuyons-nous pour cela sur l'attente et l'impatience des peuples, car nos peuples attendent l'Europe. Et la crise a révélé notre communauté de destin, de Paris à Vilnius, de Stockholm à Athènes. Il existe une fraternité de ceux qui souffrent et qui espèrent, une fraternité des peuples, une communauté des ébranlés, pour reprendre le beau et le puissant concept du philosophe Jan Patočka. Notre devoir, il est là, à nous les gauches européennes. C'est la tâche historique de notre génération politique, au même titre que celle d'avant nous a fait l'élargissement et la réunification après la chute du mur, et comment ne pas évoquer François Mitterrand, et que celle d'avant celle-ci a fait l'Europe après les horreurs de la guerre. Oui, la tâche historique de notre génération d'aujourd'hui, c'est de transformer les ébranlements, les basculements de notre époque pour construire, grâce à un désir d'avenir commun, une nouvelle harmonie humaine. Et ce qui est nouveau, c'est que cette nouvelle harmonie, il faut l'imaginer dans un monde dans lequel l'hégémonie occidentale n'est plus. La globalisation marque en effet la fin du monopole que l'Occident détient depuis la fin du XVIIe siècle sur l'histoire du monde. En effet, pour la première fois, le Sud représente la moitié de la population mondiale. La Chine, l'Inde, l'Amérique latine et la Russie assurent plus de la moitié de la croissance mondiale. Et en 2025, les pays émergents vont représenter 65% du PIB mondial. Et dans ce contexte, je pense, et je l'ai dit très récemment à Dakar, que le partenariat entre l'Europe et l'Afrique constitue un choix géostratégique majeur pour peser dans le nouveau monde multipolaire qui se met en place et dont nous ne devons pas rester des spectateurs inertes. Et d'ailleurs, dans le cadre des universités populaires participatives que nous avons créées avec nos amis, notamment Jean-Louis Bianco ici présent, et dans la continuité du livre écrit avec Alain Touraine, « Si la gauche veut des idées », je vous invite à suivre sur le site de Désir d'avenir la prochaine université populaire sur Afrique-Europe. Quel partenariat avec de nombreux intellectuels africains et européens
et qui aura lieu le lundi 18 mai prochain à Paris. Oui, les peuples d'Europe nous attendent. Et je crois que c'est ainsi qu'il faut comprendre le message envoyé par la puissance des mouvements sociaux de salariés, avant et pendant le 1er mai. Celui qu'ils feront entendre dans les manifestations européennes à venir, Madrid, après-demain le 14, Bruxelles le 15, Berlin et Prague les 16 mai prochains. Et je crois que les gauches européennes doivent dire à ces mouvements un grand oui. Oui, la gauche européenne est prête à porter le projet d'une Europe dans laquelle les travailleurs européens ne seront plus en concurrence les uns contre les autres, mais seront solidaires les uns des autres pour arracher d'autres conquêtes sociales. C'est pourquoi la responsabilité historique des gauches européennes, c'est de définir les raisons et les façons de cette nouvelle civilisation. Mais l'Europe doit avoir aussi les moyens d'agir. Prenons l'exemple du G20 de Londres, où de nouvelles règles financières ont été adoptées. Mais que deviendront ces avancées, déjà bien insuffisantes, si en plus l'Europe ne dispose pas de la puissance pour les réaliser? Or, aujourd'hui, les raisons de l'échec de la gouvernance de la zone euro sont parfaitement identifiables. D'abord, l'Union n'a pas de cadre institutionnel à la mesure du rôle qu'elle entend jouer. La Banque centrale européenne n'a aucune compétence en matière de supervision. Les autorités de contrôle sont nationales. Il n'y a pas de ministère des Finances européen. L'ECOFIN a renoncé à toute approche normative et n'est plus qu'un forum de discussion. Et la zone euro n'est gérée que du point de vue de la politique monétaire. Alors il faut le dire clairement. À ce rythme, ce sont les États-Unis d'Amérique qui auront le leadership sur la réforme des réglementations. Mais malgré notre amitié, même notre admiration pour Barack Obama et le rôle exemplaire de conciliateur qu'il a joué au G20 de Londres, nous devons assumer notre responsabilité, car l'amitié n'empêche pas la volonté de maîtriser notre destin en partenariat intelligent, clairvoyant et équilibré. Et au fond, il s'agit de réinventer les gauches pour réinventer l'Europe. Je crois en effet que nous sommes engagés dans une profonde mutation, je l'ai dit, un basculement des repères. Et c'est à nous, socialistes européens, de l'inventer, de l'accompagner, de la faire vivre lorsque nous avons le pouvoir d'agir. Je ne fais pas partie des déclinologues, de ceux qui se lamentent en regardant la carte politique de l'Europe. Mais malgré tout, le constat est là. Au fil de la décennie qui vient de s'écouler, nous avons assisté à l'impitoyable progression de cette droite dite décomplexée qui séduit souvent en flattant ce qu'il y a de plus négatif dans la nature humaine. L'individualisme d'abord. Là où nous, socialistes, nous pensons qu'il ne peut y avoir concorde civile que dans la cohésion sociale. L'avidité, boulimie d'argent, de bénéfices, de stock option, d'acquisition, de pouvoir, de retraite chapeau, de parachute doré. Là où nous pensons que le progrès social passe par le soutien aux entreprises, mais surtout par une redistribution plus juste. La brutalité, le plus fort écrase le plus faible. Là où nous pensons qu'il faut avant tout rendre leur dignité humaine à ceux qui se sentent humiliés. L'imposture ensuite, faire croire aux pauvres qu'ils peuvent devenir riches et aux classes moyennes qu'elles peuvent progresser alors que jamais le descenseur social n'a été aussi cruel. Ce fut en France le travailler plus pour gagner plus, auquel certains ont cru. Et aujourd'hui, chaque jour, à Gandrange, sur le site d'ArcelorMittal, à Clairoy, chez les Continentales, et dans bien d'autres entreprises, les salariés peuvent hélas mesurer la portée des promesses de campagne. Et là où nous pensons, nous, qu'il existe des moyens de contraindre les patrons voyous à travers l'Europe, parce que la priorité, c'est la sauvegarde des emplois,
et la mise en place de parcours professionnels sécurisés, car nous pensons qu'il n'y a pas de progrès social sans instauration d'un véritable dialogue social. Et nos amis d'Europe du Nord nous ont montré depuis longtemps le chemin. Et puis, dans cette droite, il y a aussi le populisme. Que voit-on? Diviser, dresser les catégories les unes contre les autres, menacer, puis après flatter. Là où nous, socialistes, nous pensons que le respect de chacun, du citoyen au parlementaire d'opposition, du journaliste critique, au salarié ou à l'étudiant en grève, est une des conditions de réformes efficaces, rapides et justes. Et enfin, la démagogie. La droite vide les mots de leur sens en promettant tout en continuant à préserver les privilèges fiscaux et clientélistes pour les amis du pouvoir. Là où nous, socialistes, nous pensons que les citoyens éclairés ont droit à la transparence et à un langage de vérité. Alors à ce cynisme libéral, nous devons opposer la réconciliation sociale. La tâche est difficile, mais parce que nos idées sont plus grandes que nous et que nous les servons, nous aurons la force de réussir. La réconciliation sociale est un vaste chantier et je voudrais n'en donner que quelques exemples. D'abord, réconcilier le citoyen avec cette Europe qui semble si lointaine, une Europe qui ne doit plus être étrangère à la souffrance de ces ouvriers licenciés dans le flot des délocalisations, de ces cadres moyens qui se demandent s'ils vont aussi préserver leur emploi, de cette jeunesse frappée plus que toute autre catégorie par le chômage et par un mal plus pernicieux encore, l'impossibilité à imaginer le futur. Je n'ai pas peur de l'avenir, j'ai peur de ne pas en avoir, me disait un jour un jeune que je n'oublierai jamais et qui nous a d'ailleurs conduit à créer Désir d'avenir. Réconcilier ensuite le citoyen avec les valeurs de progrès et d'humanisme de la gauche, c'est établir à l'échelle européenne la démocratie participative, l'implication dans la vie, souvent perçue comme éclatée de cette union à 27, et Georges l'a abondamment développé tout à l'heure. Et en effet, la question démocratique est absolument majeure dans ce chantier de la réconciliation des citoyens avec l'Europe, car il s'agit tout simplement de leur redonner le droit de prendre en main leur destin. Des outils existent, ce serait trop long de les développer ici, et d'ailleurs Georges l'a fait tout à l'heure, mais ils existent et nous devons les mettre en place. Enfin, réconcilier la gauche avec la radicalité qui se développe partout en Europe. Oui, je crois qu'il faut se battre, donner de la voix, mener le rapport de force jusqu'au bout, lorsqu'une situation est parfaitement injuste et qu'elle résulte d'un cynisme absolu de quelques prédateurs financiers ou de responsables politiques sans morale publique. En revanche, je pense qu'il faut tenir l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire une gouvernance qui garantisse des réformes justes et efficaces, faire la réforme fiscale, développer l'emploi public, investir massivement dans la formation et dans le développement social, soutenir puissamment la croissance verte, aider les entreprises innovantes à se développer et réformer le dialogue social. Et puis, parce que nous sommes de gauche, nous avons aussi le devoir d'agir puissamment en faveur des jeunes, qui sont particulièrement frappés par le chômage en Europe. Cette jeunesse en colère, qui d'ailleurs ici en Grèce, mais dans bien d'autres pays et en France, a manifesté avec tant de force son angoisse de demain. C'est à nous, socialistes européens, de mener ce grand plan de lutte contre le chômage des jeunes, véritable fléau qui les frappe dans les 27 pays de l'Union. Et puis enfin, il faut réconcilier l'Europe avec le monde. Qui peut définir aujourd'hui clairement le rôle de l'Europe dans les grands conflits ou les grands enjeux de notre temps? Quel rôle au Proche-Orient, en Irak, en Afghanistan? Quel impact en Asie? Quel lien avec la Chine, avec le Japon?
quel rôle en Amérique latine ou en Afrique? L'Europe dont rêvait Victor Hugo, ces États-Unis d'Europe, qu'il évoqua pour la première fois le 21 août 1849, lors du Congrès international pour la paix. Ces États-Unis d'Europe, disait-il, faits de fraternité. Ce rêve avance si lentement et l'Europe semble aujourd'hui si politiquement disloquée à l'intérieur de son espace géographique, entre ses peuples et dans son lien au monde. Mais nous devons reprendre inlassablement l'ouvrage, avec courage, nous remettre debout chaque fois que nous trébuchons, puisque nous avons le cap et que nous savons ce que nous avons à faire. Mes chers amis, chers camarades, je voudrais conclure en vous confiant ma conviction profonde de femme française, socialiste, européenne et citoyenne du monde. Je souhaite avec vous profondément que vive cette Europe sociale et humaniste. Non, ne nous résignons pas à voir triompher année après année en Europe les forces les plus conservatrices qui divisent, là où nous devons unir. Non, ne nous résignons pas à l'avidité des plus forts, là où nous devons protéger les plus vulnérables. Non, ne nous résignons pas aux préjugés, aux idées reçues, là où nous devons inventer et briser les dogmes dépassés. Non, ne nous résignons pas au repli identitaire, là où nous devons regarder la ligne d'horizon. Oui, c'est notre mission historique, à nous socialistes européens, de retrouver notre unité, notre combativité, notre efficacité pour faire triompher ce social-humanisme du XXIe siècle. À nous de descendre de notre piédestal programmatique, de nos certitudes et d'un certain contentement de nous-mêmes. C'est parce que nous serons lucides sur nous-mêmes. Connais-toi toi-même, nous enseigne la philosophie grecque. Oui, lucide, que nous sommes plus forts. Et nous avons une bannière magnifique, l'Internationale socialiste. Et Georges Papandréou vient de nous le prouver une fois de plus. Si brillamment, je rends hommage au travail exceptionnel qu'il accomplit. À nous d'utiliser cette devise de l'Internationale socialiste, qui porte en elle toutes les valeurs dont le nouveau siècle a besoin. Cette devise, c'est le courage. Cette devise, c'est la suivante: le courage de faire la différence. Mais c'est quoi la différence? C'est peut-être que l'esprit de paix et de compromis équitable l'emporte sur les conflits et les souffrances, que la justice sociale l'emporte sur l'injustice libérale, que la culture l'emporte sur l'obscurité, que le respect l'emporte sur le racisme ordinaire, que la générosité l'emporte sur la brutalité qui humilie, que la cohésion l'emporte sur la division et que la fraternité l'emporte sur toutes les formes d'avarice. Remportons la victoire sur nous-mêmes, surmontons nos différences et engageons-nous pour cette Europe réconciliée avec son temps et surtout avec ses peuples. Et vous me permettrez, pour finir, d'évoquer la figure d'Athéna. Guerrière et sage, soutien des artistes et des maîtres d'école, et qui, dans son combat contre Poséidon, fit jaillir un olivier pour nourrir Athènes. Là où Poséidon sort des flots un cheval pour faire la guerre. Le roi décida que l'olivier était plus utile, se nourrir, que le cheval, faire la guerre, au bonheur de la belle cité où nous sommes ce soir. Eh bien, aujourd'hui encore, cette histoire nous dit que combattre avec courage et protéger avec sagesse nous donnera la force de relever tous ces défis du progrès humain dans le nouveau siècle qui s'avance. Alors faisons-le. Faisons-le, n'est-ce pas? Nous sommes là, et bien là,
pour le réussir.